Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui accompagné de George Beebe, ancien directeur de l'analyse de la Russie à la CIA, et maintenant directeur de la grande stratégie à l'Institut Quincy pour une politique responsable. Merci d'être à nouveau parmi nous. Merci de l'invitation. Eh bien, il n'y a pas si longtemps, Marco Rubio a fait un commentaire selon lequel l'ordre unipolaire, c'est-à-dire l'hégémonie mondiale, avait pris fin. Et le monde consistait désormais en une multipolarité. Cela signifie de nombreuses grandes puissances. Et Washington devait donc ajuster ses politiques en conséquence pour poursuivre son intérêt national, mais aussi, bien sûr, maximiser sa sécurité. Mais comment interprétez-vous cela? Parce que ça peut devenir un peu abstrait. Que doivent réellement faire les États-Unis pour s'adapter de l'ordre unipolaire à l'ordre multipolaire? Eh bien, je pense que le sénateur Rubio avait tout à fait raison. Et je pense que c'est vraiment un tournant dans l'histoire diplomatique américaine qu'un responsable de niveau ministériel ait clairement exprimé ce que beaucoup de gens ont longtemps reconnu, mais que le gouvernement américain n'a jamais vraiment reconnu, que l'ère de l'unipolarité qui a commencé après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide est maintenant terminée. Et nous sommes dans une répartition fondamentalement différente du pouvoir dans le monde, une dans laquelle les États-Unis restent, à bien des égards, la nation la plus capable et la plus puissante du monde, mais qui compte un certain nombre de rivaux pairs et quasi-pairs. Et une grande implication de cela, bien sûr, est que les États-Unis ne peuvent pas simplement contraindre leur chemin pour faire avancer leur agenda dans le monde. Nous allons en fait devoir revenir à ce qui, pendant de nombreux siècles, était une approche normale des relations internationales, une approche dans laquelle nous devons équilibrer le pouvoir et comprendre le rôle de la diplomatie. Cela signifie que là où les intérêts nationaux entrent en conflit, en particulier entre les grandes puissances qui possèdent des armes nucléaires, nous devrons trouver un moyen d'équilibrer le pouvoir et les intérêts afin de ne pas entrer en conflit militaire direct avec ces grandes puissances. Contrairement, par exemple, au monde du XIXe siècle, qui était pré-nucléaire, les implications d'une guerre entre grandes puissances, aujourd'hui, pourraient être catastrophiques pour tous les acteurs impliqués. Ainsi, les États-Unis, qui n'ont pas vraiment mené de diplomatie traditionnelle au cours des 30 dernières années environ, vont devoir réapprendre un art qu'ils comprenaient autrefois bien, mais qui est tombé un peu en désuétude. Mais la dernière fois que le monde était multipolaire, il était extrêmement eurocentrique. Et on peut aussi soutenir, je pense que c'est bien établi, que l'Europe a été la priorité des États-Unis depuis leur fondation. Mais étant donné que dans le nouvel ordre multipolaire, la Chine sera l'un des deux premiers pays, comment cela impacte-t-il la relation de l'Amérique avec l'Europe? Voyez-vous l'Europe être reléguée à un second ou un lointain troisième plan? Ou comment cela change-t-il, je suppose, le partenariat transatlantique? Est-il toujours préservé, peut-être, mais de manière plus pragmatique? Je ne suis pas sûr. Comment voyez-vous cela? Eh bien, le partenariat transatlantique va devoir changer de manière profonde pour s'adapter à certains changements dans le monde qui comptent beaucoup. D'une part, si l'on parle d'un ordre mondial multipolaire, l'Europe va devoir être l'un de ces pôles. Elle doit être l'une de ces puissances, parce que les États-Unis, à eux seuls, ne peuvent pas servir de contrepoids suffisant à la fois à la puissance russe et chinoise. Nous manquons simplement de la capacité et de la concentration nécessaires pour pouvoir le faire. Dans une large mesure, les États-Unis ont poursuivi des politiques de double hostilité envers la Chine et la Russie, de manière à les pousser à coopérer dans le domaine de la sécurité, beaucoup plus étroitement que je ne pense qu'ils l'auraient fait
dans des conditions plus normales. Donc, cela va devoir changer. Mais l'Europe va devoir intensifier ses efforts de plusieurs manières. Elle a négligé le secteur de la défense. Elle a essentiellement externalisé sa sécurité aux États-Unis pendant plusieurs décennies. Et cela a été une assez bonne affaire pour les Européens. Ils ont pu se concentrer sur la promotion d'un niveau de vie élevé pour leur population. Ils n'ont pas dépensé beaucoup pour la défense. Et ils étaient satisfaits de savoir que les États-Unis les soutenaient. Et ils pouvaient se permettre de faire tout cela. Mais les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'être le sous-traitant de la sécurité de l'Europe. Nous manquons simplement de la capacité économique et militaire pour faire tout cela. Nous devons établir des priorités dans un monde où non seulement nous faisons face à plus de rivaux, mais où l'économie des États-Unis elle-même ne peut plus soutenir l'unipolarité. Il ne peut plus soutenir un monde dans lequel nous tentons de promouvoir la primauté américaine pour servir de gendarme du monde, pour ainsi dire. Et donc l'Europe va devoir prendre le relais. Maintenant, une partie de cela, bien sûr, concerne les relations commerciales. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont retrouvés de loin comme le fabricant industriel le plus capable et le plus puissant du monde. Cela a été en partie dû au succès de l'Amérique dans l'industrialisation, mais en partie parce que nous étions plus ou moins le dernier pays encore debout après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans des circonstances comme celle-ci, les États-Unis avaient un intérêt national à pouvoir exporter leurs produits manufacturés. Il avait donc un intérêt pour des barrières commerciales faibles. Mais avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont perdu leur capacité de fabrication. La Chine est devenue de loin la puissance manufacturière la plus puissante du monde. L'économie des États-Unis a changé. Elle s'est beaucoup plus concentrée sur la finance, les services et les technologies de l'information spécialisée. Mais cela a vidé notre classe moyenne. Cela a vidé notre classe ouvrière. Nous sommes devenus de plus en plus incapables de fabriquer des choses comme des navires et même des armes. D'autres pays sont devenus dépendants des États-Unis, qui maintenaient des déficits commerciaux très élevés et utilisaient essentiellement le crédit pour acheter les exportations d'autres pays, y compris l'Europe. L'Europe n'était pas particulièrement ouverte aux exportations américaines, mais les marchés américains étaient très ouverts aux exportations européennes. Et cela doit changer. Une partie de ce qui va devoir se passer, c'est non seulement que l'Europe renforce sa capacité à se défendre et à servir de contrepoids à certaines autres puissances pour établir un équilibre dans cet ordre multipolaire, mais aussi que la nature de la relation commerciale entre l'Europe et les États-Unis va devoir changer. Ainsi, cette période va être assez perturbatrice, alors que nous cherchons un nouvel équilibre dans le monde, non seulement militairement entre ces puissances, mais aussi économiquement, où les termes de l'échange vont devoir changer de manière assez substantielle. En Europe, beaucoup de gens ont reconnu que les niveaux d'endettement aux États-Unis ne sont pas viables. Pourtant, beaucoup sont néanmoins surpris que les États-Unis doivent prendre des mesures drastiques pour inverser cela. C'est donc une situation intéressante. Avant que nous nous connections, J.D. Vance a fait un commentaire selon lequel les Européens ne devraient pas se comporter comme des vassaux, qu'ils devaient apprendre à se défendre eux-mêmes, et qu'ils auraient même dû s'opposer aux États-Unis lorsqu'ils ont envahi l'Irak, car cela aurait pu éviter ce désastre. En d'autres termes, je cherchais des signes indiquant que les Européens étaient prêts à poursuivre plus d'autonomie, à sortir du sous-sol de l'Amérique. Mais maintenant, il semble que nous soyons expulsés du sous-sol. C'est donc un développement intéressant.
from the basement. So it's an interesting development. Eh bien, une autre analogie que l'on pourrait utiliser est que nous enlevons les petites roues d'un vélo. Well, maybe we have to be forced. I think it Eh bien, becomes comfortable peut-être as devons-nous well. être forcés. Je pense que c'est devenu trop confortable après toutes ces décennies sous l'aile des États-Unis. Eh bien, je voulais aussi poser des questions sur ce que cela signifie pour la relation entre les États-Unis et la Russie. Parce que, en 2014, lorsque le conflit a commencé à éclater après le renversement de Yanukovych et l'annexion de la Crimée par la Russie, nous avons vu qu'Henry Kissinger avait averti que l'idée même que la Russie devait être vaincue était assez dangereuse, car elle nous mettait sur la voie d'un possible conflit ou guerre. A path to possible conflict or war. Now, in his argument that if you recognize Maintenant, dans Russia son argument selon lequel, si vous reconnaissez la Russie comme une grande puissance, ce qu'il a fait, alors nous devons voir dans quelle mesure les intérêts fondamentaux des États-Unis et de la Russie peuvent être harmonisés. Nous verrons où il est possible de coopérer par rapport à quand il est nécessaire d'entrer en conflit. Mais comment voyez-vous les intérêts fondamentaux de la Russie dans le monde aujourd'hui? Je suppose, en termes plus larges, sa position dans le monde, mais aussi pour comprendre sa position dans la guerre en Ukraine. Et pour élargir encore la question, les demandes ou les intérêts fondamentaux de la Russie peuvent-ils être satisfaits par les États-Unis? core interests be met by the United States? Well, I think there's going to have to be a compromise. Eh bien, je pense qu'il va falloir un compromis entre la Russie et l'Occident. Les Russes ne peuvent pas atteindre leurs objectifs maximum. Ils ne peuvent pas obtenir tout ce qu'ils pourraient idéalement vouloir. Mais en même temps, les États-Unis ne seront pas en position de forcer la capitulation russe. Et dans une situation où aucune des deux parties ne peut obtenir tout ce qu'elle veut, il va falloir trouver un terrain d'entente, un compromis dans lequel les intérêts fondamentaux, les intérêts vitaux de toutes les parties sont respectés. Maintenant, est-ce possible avec l'Ukraine? Est-ce possible avec l'ordre de sécurité européen plus large? Parce que ces deux choses sont liées. Because those two things are related. The war in Ukraine is what you might call La guerre en Ukraine est ce que l'on pourrait appeler un conflit à deux dimensions. Une dimension est entre la Russie et l'Ukraine, sur des questions essentiellement bilatérales, où les frontières sont tracées, le traitement des russophones et des Russes ethniques sur le territoire ukrainien, les niveaux d'armement que chaque camp détient et où ils sont positionnés, ce genre de choses. Mais l'autre dimension, et je dirais la dimension la plus importante du point de vue de l'intérêt national américain et de la géopolitique, concerne la forme de l'architecture de sécurité de l'Europe. C'est quelque chose qui se développe depuis plus de 30 ans. Depuis la chute du mur de Berlin et la réunification allemande, la question de l'ordre de sécurité en Europe, après la guerre froide, a été un sujet central pour la Russie. Un sujet qui les a de plus en plus frustrés, puis alarmés, et finalement décidé qu'ils devaient agir de toute urgence, ou ils se retrouveraient face à un ordre de sécurité européen centré sur l'OTAN, contre lequel ils seraient impuissants. Ils n'étaient pas disposés à laisser cette situation se concrétiser. Et donc, ce qui doit se passer ici, c'est qu'il doit y avoir un compromis plus large sur l'ordre de sécurité en Europe. Cela impliquera de reconnaître que tous les États européens ne feront pas partie de l'alliance de l'OTAN. Il devra y avoir des limites au-delà desquelles l'OTAN ne s'étendra pas. Nous allons devoir réaffirmer certaines règles du jeu que nous pensions avoir réglées, mais nous avons découvert qu'il n'y avait pas, en fait, de consensus sur la manière d'appliquer les règles du jeu en Europe. Nous allons devoir aborder des questions plus larges de contrôle des armements, afin qu'il y ait un équilibre stable des pouvoirs en Europe, qui utilise également des mesures de contrôle des armements, des mesures de confiance et de sécurité.
et des mesures de prévention des crises qui sont toutes tombées en désuétude de diverses manières. Tout cela sera essentiel pour établir la stabilité. Maintenant, les Russes veulent-ils cela en principe? Je pense qu'en principe ils le veulent. Les Européens veulent-ils cela? C'est une autre question. Je pense qu'il y a beaucoup plus de réticence en Europe à s'engager avec la Russie sur ces questions. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? En partie parce qu'il y a une profonde rupture de confiance de la part de la Russie envers l'Europe et de la part de l'Europe envers la Russie. Cela en fait partie. Mais une autre partie réside dans la manière dont l'Union européenne est construite et fonctionne. C'est essentiellement une organisation qui établit des règles. L'Union européenne est experte dans l'établissement de règles et leur administration bureaucratique depuis Bruxelles. Ils sont très à l'aise dans ce domaine. Et l'idée que les Russes pourraient avoir une voix à ce sujet, que l'Europe devrait prendre en compte, je pense que cela est profondément alarmant pour les Européens, en particulier pour les structures de l'UE à Bruxelles. Il n'y a donc pas beaucoup d'enthousiasme en Europe en ce moment pour essayer de trouver un compromis avec la Russie, pour essayer de trouver un moyen de ramener la Russie dans les discussions sur la sécurité européenne d'une manière ou d'une autre. Ainsi, les États-Unis se trouvent dans une position intéressante ici, parce que les États-Unis, pour des raisons géopolitiques, estiment qu'ils ont besoin de détente avec la Russie. Ce n'est pas une situation tenable pour les États-Unis, plus ou moins seuls, avec l'Europe comme État vassal, comme l'a dit J.D. Vance, d'essayer de faire face à la puissance combinée de la Russie et de la Chine, travaillant ensemble. Donc, l'une des choses que nous devons faire est A. La nature de la relation entre les États-Unis et l'Europe doit changer. Mais B. Nous avons besoin d'une meilleure relation avec la Russie. Non pas pour créer un fossé entre la Russie et la Chine, car je ne pense pas que ce soit possible en ce moment, mais certainement pour aider les Russes à gagner plus de marge de manœuvre, pour les rendre moins dépendants de la Chine qu'ils ne le sont. Parce que le degré de dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine limite en fait la liberté de manœuvre de la Russie dans le monde. Ce n'est pas une situation saine du point de vue de la Russie, je ne le crois pas, mais ce n'est pas non plus une situation saine pour les États-Unis dans la gestion de cet ordre multipolaire émergent. Nous avons besoin que la Russie soit un pôle indépendant à part entière et non simplement un vassal de la Chine. Alors, les États-Unis peuvent-ils y parvenir? Pouvons-nous renégocier les termes du commerce mondial à l'international? Pouvons-nous établir une relation plus normale avec la Russie, ce qui pourrait à son tour faciliter une relation plus normale entre la Russie et la Chine? Et pouvons-nous amener les Européens à reconnaître qu'ils vont devoir commencer à se tenir debout sur leurs propres pieds et jouer un rôle en tant que pôle beaucoup plus indépendant, bien que toujours amical envers les Américains, dans cet ordre multipolaire émergent? Ce sont des choses difficiles à réaliser. C'est un défi redoutable, mais il est clair pour moi que l'administration Trump sait ce qu'elle essaie d'accomplir. Je pense qu'elle a correctement diagnostiqué le problème auquel elle est confrontée. Maintenant, la question est de savoir si elle a la compétence diplomatique pour réussir tout cela. Cela va être un défi redoutable. Je suis d'accord dans la perspective que les Américains et les Russes ont en fait beaucoup en commun, car ni l'un ni l'autre ne veut que la Russie devienne excessivement dépendante de la Chine, au point de se sentir obligée de suivre les politiques chinoises. Donc encore une fois, si la Russie veut diversifier ses liens économiques, ce qu'elle dit vouloir faire, et ses partenariats politiques, alors en fait, beaucoup peut être gagné en normalisant les relations. Mais en ce qui concerne les Européens, il y a une énorme réticence à même discuter
du fait que l'expansion de l'OTAN pourrait être un défi pour la Russie. Je veux dire, cela a été assez constant pendant 30 ans. Comme vous l'avez dit, les Russes étaient assez inquiets qu'au lieu de supprimer les lignes de division de l'Europe, nous les déplacions progressivement vers l'Est, ce qui a ravivé la logique de somme nulle de la guerre froide. Surtout, le long des lignes de division de l'Europe maintenant, dans ces sociétés profondément divisées, que ce soit l'Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie, il est très facile pour ces divisions internes d'être exploitées, je suppose, dans une Europe divisée. Il ne semble pas qu'en Europe quelqu'un soit prêt à regarder cela. En effet, c'est devenu normalisé. Nous avons dit, eh bien l'OTAN représente la sécurité européenne. La Russie ne fait pas partie de l'OTAN. Donc cela semble logique que la Russie ne devrait pas avoir de veto. Nous continuons à répéter cela encore et encore. Mais c'est étrange, parce que selon cette logique, la Russie ne fait pas partie de l'Europe. Donc, nous avons le plus grand pays d'Europe, étant le seul qui ne devrait pas avoir son mot à dire. Vous avez des pays comme l'Estonie, avec 1,3 million de personnes. Ils ont une place à la table, mais les Russes, avec leurs 145 millions, n'ont pas leur mot à dire. Je veux dire, ce n'est pas une recette pour la stabilité, je suppose. C'est une recette pour l'instabilité, car en maintenant la Russie en dehors de la sécurité européenne, ce que vous avez réellement fait, c'est inciter la Russie à essayer de perturber l'ordre en Europe, ce qu'elle a fait. Et ce n'est dans l'intérêt de personne de créer une situation où la Russie a des incitations structurelles à être un perturbateur sur la scène européenne. Oui, on me dit toujours que les Russes veulent essayer de diviser les Européens et de diviser l'Occident. Et je réponds généralement, eh bien sûr qu'ils le font. Pourquoi voudriez-vous un bloc entier uni, un bloc économique ou une alliance militaire alliée contre vous? Bien sûr, vous sommeriez des divisions. Mais le problème, je pense, est plus profond, car en Europe, il n'y a pas vraiment de discussion sur ce qui est considéré comme des préoccupations légitimes de sécurité russe. Si vous parlez de l'OTAN ou des préoccupations de sécurité russe, généralement en moins d'une seconde, quelqu'un fera référence à Hitler, Munich et à la propagande. C'est très dangereux, parce que nous ne pouvons pas vraiment réduire la compétition sécuritaire, à moins de reconnaître d'abord que nos adversaires ont effectivement des intérêts de sécurité. Pourquoi est-il si difficile pour les Européens de discuter de l'expansion de l'OTAN comme une préoccupation de sécurité pour les Russes? Eh bien, je pense que c'est à cause du paradigme particulier, du modèle conceptuel que les Européens utilisent pour comprendre ce que fait la Russie et pourquoi. Et je pense qu'ils ont complètement adhéré à ce que Robert Jervis appelait le modèle dissuasif pour comprendre la nature du défi russe. Ils considèrent la Russie comme l'équivalent de l'Allemagne nazie, un État agresseur, qui a décidé de lancer des guerres d'agrandissement. Ils ont décidé d'envahir un voisin afin de gagner du territoire, de reconstruire un empire, etc., etc. Et que cela est entièrement illégitime, premièrement. Et deuxièmement, la leçon à tirer de la gestion de l'Allemagne nazie, bien sûr, est qu'on ne fait pas d'apaisement, on ne cherche pas une sorte de compromis avec un État agresseur, car cela ne fait qu'alimenter l'appétit pour plus d'agression. Cela ne fait qu'encourager la croyance de l'agresseur que vous êtes faible et peu disposé à résister et à riposter. Et donc, vous n'utilisez pas la diplomatie dans des situations comme celle-là. Vous réagissez avec force, aussi fermement que nécessaire, pour convaincre l'État agresseur qu'il ne tirera aucun bénéfice de l'agression. Au risque de simplifier à l'excès, je dirais que c'est exactement le modèle conceptuel que l'Europe utilise pour essayer de comprendre la nature du défi russe. Et je pense que c'est une erreur, en fait. Je pense que nous sommes dans une situation que Jervis a qualifiée de problème de modèle en spirale.
où un État prend ce qu'il considère comme des mesures défensives pour renforcer sa propre sécurité, mais ces mesures sont perçues par un autre État comme menaçantes, ce qui incite à des contre-mesures que le second État considère comme défensives, et vous entrez dans un cycle d'action et de réaction semblable à la Première Guerre mondiale, qui aboutit à une crise et un conflit. Et je pense que c'est la dynamique dans laquelle nous nous trouvons avec la Russie, de plus en plus depuis plusieurs décennies maintenant. Et la solution pour traiter ce genre de problème est la diplomatie. Si vous abordez cela comme un problème de dissuasion, lorsque vous êtes dans une dynamique d'escalade, action-réaction, vous aggravez le problème, pas l'inverse. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé vis-à-vis de la Russie. Cela se déroule en Ukraine, avec des effets assez dévastateurs pour les Ukrainiens, mais potentiellement des effets assez dévastateurs pour l'Europe et le monde, si cela continue. Pour que les Européens reconnaissent que nous allons devoir engager un dialogue diplomatique avec la Russie, trouver des compromis et établir des règles du jeu, nous allons en fait devoir avoir des discussions sérieuses avec les Européens sur ce modèle conceptuel, le cadre que nous utilisons pour comprendre la nature du problème auquel nous sommes confrontés. Tant que nous n'aurons pas au moins une compréhension approximative avec les Européens de la nature du problème auquel nous faisons face, nous n'irons pas très loin dans la création d'un consensus sur la manière de le traiter. Et en ce moment, nous ne dialoguons pas très efficacement avec l'Europe sur notre compréhension du problème, sans parler de ce que nous faisons à ce sujet. C'est donc une période où nous allons devoir intensifier nos interactions diplomatiques avec les Européens de manière assez significative. Eh bien, étant donné que l'Europe s'est plus ou moins piégée dans ces récits de, vous savez, invasion non provoquée, nous combattons le nouveau Hitler. Les armes sont le chemin vers la paix, et la négociation est de l'apaisement. Avez-vous des leçons historiques? Eh bien, pas nécessairement des références, mais des leçons sur la façon de, je suppose, percer ces récits. Pensez-vous que cela doit venir de l'extérieur, des Américains, pour essayer de pousser un peu les Européens à reconnaître, comme vous l'avez dit, le dilemme de sécurité, que nous avons une compétition sécuritaire qui doit être atténuée? Eh bien, avec le temps, les Européens pourraient finir par adopter cette position d'eux-mêmes. Mais la question est de savoir si nous avons ce temps et quel type de crise aiguë pourrait survenir entre-temps que nous ne serions pas particulièrement bien placés pour gérer. Je ne suis pas sûr que nous puissions nous permettre d'attendre. Je pense que les États-Unis vont devoir s'engager directement avec l'Europe pour les aider à adopter cette position. Parce que je ne pense pas que nous ayons le luxe du temps. Et certainement, l'Ukraine n'a pas le luxe du temps. Ils perdent une guerre d'usure avec la Russie, et leur situation ne va pas s'améliorer avec le temps. Elle va empirer. Ils ne vont pas soudainement découvrir, vous savez, de grandes réserves de population qu'ils n'ont pas encore exploitées et qu'ils peuvent envoyer sur le front. La production industrielle combinée de l'Europe, des États-Unis et de l'Ukraine ne va pas soudainement passer à la vitesse supérieure et surpasser celle de la Russie, en particulier dans des domaines extrêmement importants comme les systèmes de défense aérienne, où il y a un véritable problème en Ukraine, et pas grand-chose que les États-Unis et l'Europe puissent faire à court terme pour résoudre ce problème. Donc, le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine, et nous devons aborder cela de manière assez urgente. Ma dernière question est simplement de savoir ce que les États-Unis feront probablement si les Européens sont perçus comme sabotant les efforts des Américains pour mettre fin à la guerre.
parce qu'il semble que cette coalition des volontaires qu'ils mettent en place, je ne suis pas sûr que cela mène quelque part. Mais les discussions sur l'envoi de troupes en Ukraine semblent avoir pour objectif de saper la capacité à atteindre un cessez-le-feu ou un accord de paix. Et nous avons vu que lors de la réunion avec Witkoff et Poutine, ils semblaient couvrir deux sujets. L'une consistait à normaliser les relations entre les États-Unis et la Russie, et la seconde à trouver une solution à la guerre en Ukraine. Mais s'ils ne parviennent pas à un accord sur la manière de mettre fin à la guerre, la normalisation continuera-t-elle? Si oui, que se passe-t-il? Les États-Unis vont-ils continuer à travailler avec la Russie et laisser le problème ukrainien aux Européens en s'en lavant les mains? Ou cela entravera-t-il également le processus de normalisation? Je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais quelles sont vos attentes du côté américain? What expectations do you have on the American side? Well, this is going to depend to a great Eh bien, degree on vous savez, cela va dépendre dans une large mesure de la façon dont les États-Unis perçoivent l'Europe comme ayant joué un rôle de perturbateur dans le processus de paix en Ukraine. Si nous pensons que les Européens ont intentionnellement saboté les choses, cela va, je pense, inciter Washington à prendre des décisions assez fermes dans sa manière de traiter avec l'Europe. Maintenant, j'espère que cela n'en arrivera pas là. J'espère que nous pourrons engager le dialogue avec l'Europe et les amener à participer à la facilitation d'un processus de paix. Je pense que nous avons besoin d'eux. Si l'Ukraine va accepter un accord, je ne vois pas l'Ukraine accepter un compromis avec la Russie, à moins qu'elle n'obtienne quelque chose de significatif de cet accord. Et je ne peux penser à rien qu'ils pourraient obtenir qui serait plus attrayant que la perspective de l'adhésion à l'Union européenne, ce qui ancrerait l'Ukraine politiquement à l'Ouest, même s'ils ne seront pas membres de l'alliance de l'OTAN militairement. Et cela offre également la perspective du retour des réfugiés, au moins en nombre substantiel, en Ukraine, et la perspective de la reconstruction économique pour l'Ukraine. Ce sont toutes des choses que les Ukrainiens pourraient considérer et se dire, vous savez, eh bien, nous n'avons peut-être pas récupéré tout le territoire que la Russie a occupé, mais nous avons un chemin viable vers une indépendance prospère et un ancrage à l'Ouest. Pour que cela se produise, nous avons besoin que l'Europe joue ce rôle. Nous avons besoin que l'Europe travaille avec l'Ukraine pour les aider à se conformer à l'acquis et à faciliter toutes les réformes qui seront nécessaires en Ukraine pour rejoindre, tout en offrant cette carotte. Car cela peut avoir, je pense, un effet assez catalyseur pour rendre un compromis avec la Russie réaliste, un compromis auquel l'Ukraine peut adhérer. Mais l'Europe doit convenir que c'est là où nous devons aller dans tout cela. Et cela nécessite, à son tour, je pense, un engagement diplomatique assez intense entre les États-Unis et l'Europe. Maintenant, si nous n'obtenons pas d'accord sur l'Ukraine, si les États-Unis s'éloignent en quelque sorte et disent « Regardez, nous avons fait de notre mieux », mais les acteurs clés de ce processus ne sont tout simplement pas disposés à faire des compromis, nous passons à autre chose. Je pense que cela, à son tour, impose de réelles limites à l'avancement du rapprochement américano-russe. Je pense qu'il y a simplement des réalités politiques qui découlent d'un processus de paix échoué en Ukraine, qui rendrait très difficile, je pense, pour l'administration Trump de poursuivre une détente avec la Russie de manière significative. Il y aurait énormément d'opposition à Washington à de réelles améliorations dans la relation américano-russe dans ce genre de contexte. Eh bien, tout cela va être assez difficile en ce moment en Europe, où j'entends des politiciens parler de la nécessité de repousser la Russie aux frontières de 1991. Ils devraient payer des réparations. Et aussi, oui,
leur leadership politique devrait être jugé. Donc, nous sommes encore loin, je pense. Mais quelque chose semble changer en termes de reconnaissance que les choses ne se passent pas comme ils l'espéraient. Yeah, things aren't going the way they hoped. So. Yeah, and I think Europe has to get realistic about Oui, what it can et je pense que l'Europe doit être réaliste quant à ce qu'elle peut accomplir. C'est une chose de dire que toutes ces choses sont cruciales et que nous devons poursuivre la justice dans un règlement. C'en est une autre de se demander si nous avons réellement les capacités nécessaires pour aboutir à ce type de règlement de cette guerre. Et je pense que la réalité est que l'Europe est loin d'avoir les capacités pour atteindre les résultats que les gens expriment. Il doit donc y avoir une dose beaucoup plus importante de réalisme dans l'approche de l'Europe à ce sujet. Eh bien, George Beebe, merci beaucoup d'avoir été si généreux de votre temps. J'espère vous avoir à nouveau à l'avenir. Merci. Thank you. Merci, monsieur.